Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous m'écouterez ou vous me verrez. Ce soir, je veux que nous mesurions ensemble ce qui se passe, c'est-à-dire que nous faisions d'abord un diagnostic avant de conclure à ce que nous devons faire. En France, nous avons un pays qui se délite, avec un gouvernement en sursis, et des oppositions qui, elles, naviguent dans l'injure, les critiques sur les comptes Twitter ou ailleurs. Nos dirigeants ne sont plus respectés dans le monde. La politique étrangère, notre politique étrangère, est dans une sorte d'état de sommeil cérébral qui engendre des monstres, comme on l'a vu en ce qui a concerné l'ANCUS, que nous avons cédé face à l'alliance entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Aussi en ce qui concerne le prix de l'énergie européen, où nous cédons et nous ne tirons pas parti de notre atout nucléaire, celui que nous a légué, celui qui vient de mourir, Marcel Boiteux, avec ses 56 réacteurs, et faisant de notre pays un des pays les plus avancés du monde dans le domaine de la science. Cela aussi se délite. Avec les États d'Afrique, non seulement nous sommes rejetés dans les États d'Afrique occidentale, francophones, mais aussi au Maroc, on l'a vu avec les équipes de secours pour le tremblement de terre, en Algérie et même en Libye. Et nous avons un peuple, notre peuple, qui est de plus en plus en manque de services publics. Les crèches, les EHPAD, les étudiants, qui ont peine à se loger et même à manger. Tout ce qui est le secteur du logement et de l'éducation. De quoi parle-t-on? Des abayas, où l'on impose aux jeunes filles ce qu'on ne parvient pas à imposer aux véritables terroristes. En Europe, nous avons les États désunis d'Europe. Le seul point de convergence, c'est approuver la guerre en Ukraine, c'est-à-dire envoyer les Ukrainiens au massacre pour notre compte, et c'est la soumission à l'OTAN. Le pape François lui-même a qualifié l'Europe de grand-mère stérile, oublieuse de ses idéaux. Mais, je dirais bien plus, l'Europe laisse se dévorer ses propres enfants par une oligarchie financière à laquelle elle se soumet. Caroline Galacteros, dans un texte très intéressant, un billet sur Géopragma, le 11 septembre, nous dit la chose suivante. « Chaque jour qui passe est plus meurtrier pour les malheureux Ukrainiens, jetés dans cette tourmente sanglante, mais aussi pour le crédit de l'Occident et celui d'Amérique. Il y a longtemps que le reste du monde a compris que l'Europe n'était pas un acteur autonome, mais un sous-traitant zélé des desiderata washingtoniens. » Alors, Macron a tenté de paraître un peu différent, un peu autonome, mais maintenant, ce jeu n'est plus crédible. Alors que nous vivons un moment d'exception où le pire peut arriver, mais le meilleur est à saisir. C'est dans ces moments d'exception que le changement, pourvu qu'il y ait une volonté politique, peut avoir lieu. On assiste dans le monde à une désoccidentalisation, une exigence de souveraineté contre ce que l'Occident n'a pas été capable d'apporter, au moins depuis quelques dizaines d'années. Ça s'exprime donc dans la dédollarisation, la volonté d'échanger par les pays du Sud global, du Sud collectif, du Sud planétaire, je dirais, exigence par ces pays d'échanger en monnaie nationale, mais aussi d'organiser un système de crédit en monnaie nationale. Vous savez, depuis que les États-Unis et d'autres pays, y compris le nôtre, ont gelé les avoirs des Afghans et des Russes, les pays émergents ne croient plus qu'ils sont en sécurité avec les dollars.
Et c'est une des grandes raisons pour ce qui est en train de se passer, y compris pour un pays comme l'Arabie Saoudite qui considère que le pacte conclu dollar contre protection militaire par les Américains est en train d'être rompu. Voilà la situation. Et dans cette situation, nous avons 3 grands sommets qui ont eu lieu. Russie-Afrique, le 27 et 28 juillet, à Saint-Pétersbourg, où notre ami Sébastien Peramoni se trouvait et a pu voir que ces pays rejettent le gouvernement français, mais pas la France, pas les Français. Donc nous devons avoir une autre politique pour rester dans une relation d'échange nécessaire des deux côtés et amicale. Il y a eu le 15e sommet des BRICS, 22-24 août, à Johannesburg. Coopération, échange en public et, de façon plus confidentielle, étude de la mise en place de ce que peut être soit une nouvelle monnaie, soit une nouvelle référence pour les différentes monnaies, en termes soit de l'or, soit, je trouverais que c'est plus intéressant en termes de panier de matières premières nécessaires au développement économique de chacun des pays. Il y a eu finalement, plus récemment, le Forum économique oriental à Vladivostok les 10 et 13 septembre. Donc, par rapport à tout cela, nous devons redevenir souverains pour être non seulement crédibles dans le monde, mais pour pouvoir devenir inspirateurs. Inspirateurs de ce monde qui vient, comme la France a su l'être au meilleur moment de son histoire, et plus récemment dans la brève parenthèse du Conseil national de la résistance et les années du gaullisme dans lequel on était alliés des Américains, mais pas amis. On leur disait leurs 4 vérités. C'est la tradition pour nous de l'Académie des sciences, de l'économie nationale. Et c'est cette tradition que nous devons retrouver, pas parce que c'était mieux avant, mais parce qu'avant, il y a eu une impulsion, et cette impulsion, nous ne l'avons pas suivie. Alors, pour redevenir souverain, il faut faire le bon choix. Le bon choix dans ce moment d'exception. Nous n'avons pas le droit de laisser les peuples rester pauvres, ou devenir même de plus en plus pauvres. Des êtres humains livrés à la faim, à la malnutrition ou à la noyade pour les migrants. Humiliés, offensés, et sans les moyens de participer au développement économique de leur pays, à commencer par nôtre. On a perdu tout sens de ce que pouvait être une unité nationale qui correspond en même temps à l'unité de l'humanité. Pas pour dire de belles paroles, mais dans la réalité concrète de ce qu'on apporte aux êtres humains pour qu'ils puissent exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Pour y parvenir, eh bien, il est nécessaire d'être conscient que c'est possible, de ne pas tomber dans le confort du pessimisme. Car l'être humain a la capacité de faire le bien pour l'autrui et l'a démontré dans toute son histoire, pour autrui, pour sa famille, pour son pays et pour toute l'humanité. Et cela s'appelle, ce bien que l'on fait, cela s'appelle la politique, la vraie politique. Pour le reste, la politique politicienne souille le mot politique. Mais vous voyez ce que je veux dire. Notre choix, donc, doit être clair aujourd'hui. Nous devons remettre la France sur la voie de l'espoir. Car les Français, nous sentons mal. Et l'espoir devient pratiquement un luxe, alors qu'il faut en faire un principe d'action, guidé par une volonté politique. Nous devons remettre l'Europe, et l'ensemble des pays occidentaux, sur la voie à ce qu'ils ont contribué de meilleur, en effaçant pour toujours les dévoiements coloniaux. Cela signifie qu'il faut se défaire de cette vision héritée de la propagande impériale, de la propagande de la colonisation européenne, qu'on juge, qu'on a jugé, et qu'on juge encore, hélas, comme l'expérience nécessaire aux sociétés non européennes pour entrer dans l'histoire, voir le discours de Sarkozy, écrit, dit-on, par Henri Guénaud, qu'il a prononcé à Dakar.
Sarkozy, vous savez, a prononcé ce discours, il a organisé l'intervention en Libye, il a, chez nous, supprimé la police de proximité, bref, il a participé à cet enchaînement de désastres en y jouant un rôle fondamental. Alors que le respect d'autrui entraîne au contraire le respect de soi-même. Car fatalement, le colonisateur des autres peuples devient colonisateur des autres, de lui-même, pratiquement, et surtout de son propre peuple. Une colonisation intérieure. Et c'est là que le nœud gordien doit être défait. Pas pour un vivre ensemble, sans grand principe, mais pour un faire ensemble, pour mettre en place un monde meilleur et une vie meilleure pour chacun, dans une nouvelle architecture de développement et de sécurité pour le monde. Notre travail est donc de faire changer la manière de penser en France et en Europe et dans le monde occidental, pour nous reprendre, bien entendu, mais surtout pour éviter un conflit entre les blocs ou entre blocs. Ne plus penser ami-ennemi, comme le faisait le juriste de l'Allemagne nazie Carl Schmitt, ne plus penser vaincre au détriment de l'autre, mais inspirer pour un dessein plus élevé. Et les défis sont bien entendu la guerre en Ukraine, les insurrections en Afrique occidentale, et en surplomb, un système financier occidental condamné à se détruire lui-même et finalement à la faillite. Nous devons donc sortir d'un connu destructeur, d'un consensus dans le connu destructeur, pour redevenir réellement français. C'est de penser que impossible n'est pas français, impossible pour le bien. Et que, face aux risques destructeurs de l'ordre existant, nous devons explorer l'inconnu, parce que ce qui est le plus humain, c'est de savoir qu'on peut le rendre meilleur, et de trouver dans cet inconnu un ordre meilleur du monde, qui confusément, difficilement peut-être, mais est exprimé par cette exigence de souveraineté des pays du Sud planétaire ou du Sud collectif. Inspiré par l'esprit de Bandung du mouvement des non-alignés, mais beaucoup plus aujourd'hui, car les pays qui se sont développés sont l'Inde et la Chine, et les pays qui ont réussi un alunissage sont l'Inde et la Chine, après les États-Unis et la Russie. Et nous, Européens, nous n'avons pas réussi. Nous, Français, nous n'avons pas réussi, alors que nous avions les atouts. Il nous manquait la volonté politique. Et nous devons la retrouver. Nous devons la retrouver vite, car nous sommes nécessaires au monde. Vous savez, la Chine s'est énormément développée par tête d'habitants. C'est 5 fois la production de l'Inde. Et la France, elle aussi, s'était elle aussi développée entre 1945 et 1975. C'était les 30 Glorieuses. Avec cette économie nationale qui est du même type que celle d'aujourd'hui, réclame les pays du Sud planétaire. Donc, nous avons, puisant dans le meilleur de ce que nous avons fait, un accord nécessaire et possible avec ces pays du Sud planétaire pour créer une situation de justice et de paix. Et la justice est nécessaire pour qu'il y ait une paix. On ne peut pas faire de paix sans justice. C'est le développement de ces pays, l'Inde et la Chine, c'est pour avoir suivi, dans les grandes lignes, un même type d'engagement économique que celui que mon ami Lyndon LaRouche, l'économiste, le philosophe, l'homme politique américain, avait développé. C'est ce que dit Serge Glaziev, qui est actuellement chargé de la macroéconomie et des relations avec les pays de l'Union eurasiatique et par-delà avec l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. Donc cette idée-là, c'est l'idée de la France et c'est l'idée de mon ami Lyndon LaRouche. C'est une seule et même orientation. Nous n'avons pas tombé dans cette économie dite libérale, néolibérale, mais qui en fait est une dictature financière qui va vers ce que j'appellerais
Eisenhower disait en 1971 le complexe militaro-industriel. Maintenant, c'est le complexe militaro-numérique financier. C'est cela qui est en place, et c'est de cela dont nous devons nous détacher. Par le haut. Il faut penser en termes de l'augmentation de l'espérance de vie et une économie fondée sur le potentiel de densité démographique relative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir un monde qui puisse accueillir non seulement plus d'êtres humains aujourd'hui, mais être prêt à, c'est le potentiel, en avoir bien davantage à l'avenir. Et c'est cela que la France a porté dans son histoire lorsque nous étions un pays des plus peuplés d'Europe, et lorsque l'Europe parlait notre langue. Évidemment qu'on ne peut pas revenir à cela, mais nous pouvons être porteurs de la même idée dans le même sens. Il n'y a pas d'issue qui ramène au passé, mais il y a dans le passé une inspiration de ceux qui ont créé pour créer à notre tour, par-delà même ceux qui ont créé dans le passé. Alors cela se fait grâce à une hausse du flux de densité d'énergie, par être humain, par unité de surface, par gramme de matière, c'est-à-dire avoir une économie réellement plus productive, pas en argent, pas en papier. Les gens s'y trompent. Ils disent oui, il y a le risque climatique, oui, il y a le risque d'épuiser la Terre. Non, parce que c'est la destruction, lorsqu'elle a lieu, de la planète, c'est lorsqu'on donne la priorité aux financiers. C'est pas la croissance, c'est le cancer financier. La véritable croissance est faite pour l'homme et pour les êtres humains réunissant les moyens d'avoir des enfants et des générations futures, et des enfants capables de les contester et de faire mieux qu'eux. C'est cela l'avenir, tel que le définissaient par exemple les créateurs de l'école polytechnique, qui disaient qu'ils devaient rendre compte aux générations futures. Alors, c'est l'esprit créateur humain qui permet de penser de cette façon, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Éviter une confrontation, éviter une guerre, grâce à cette orientation. Alors, un économiste, Jean-Joseph Boyau, cité dans Libération, nous dit que le refus de toute référence à une vision occidentale du monde, est ce qui est en jeu, l'affirmation de valeurs économiques radicalement différentes des préoccupations occidentales, et je dirais des préoccupations occidentales actuelles, parce que ce n'est pas le véritable esprit de l'Occident, c'est son dévoiement. On cherchera ainsi à favoriser la croissance et l'investissement plutôt qu'à lutter contre l'inflation. Et il ajoute « Tant qu'on ne sortira pas de la grille de lecture concurrentielle des rapports géopolitiques. » Et en effet, il montre bien que c'est cette géopolitique où on n'est pas dans le développement mutuel, où on cherche à gagner au détriment de l'autre et finalement on se détruit soi-même. Donc, tant qu'on ne sortira pas de la grille de lecture concurrentielle des rapports géopolitiques, les tensions subsisteront. Désoccidentalisation n'est pas synonyme de rivalité, et le Sud n'est pas un bloc unitaire contre l'Occident. Et même les Chinois demandent à ce que les pays occidentaux rejoignent la nouvelle route de la soie. Malheureusement, l'Italie qui l'avait fait s'en est retirée, parce que l'Italie est mélonisée aujourd'hui. Suis-je alors pessimiste? Non, pas du tout. Je suis lucide et engagé, donc optimiste, face aux échéances à venir dans le monde. Et il faut bien les considérer, ce que je voulais dire aujourd'hui. Voici les échéances principales, et elles sont fortes. Élections législatives et présidentielles en Argentine, en République argentine, le 22 octobre 2023, maintenant. L'enjeu, c'est les BRICS contre le Fonds monétaire international. C'est Lula et Massa, le candidat à la présidence argentin, ensemble, contre la politique du consensus de Washington et du Fonds monétaire international. Ensuite, élections législatives et présidentielles à Taïwan, le 13 janvier 2024. L'enjeu, c'est la stabilisation entre la Chine et l'île par le développement économique mutuel. Et une victoire du Kuomintang là-bas permettrait cela. C'est les présidentielles le 31 mars 2024 en Ukraine et les législatives, prévues en octobre. Alors, je ne sais pas si tout cela aura lieu, mais c'est un repère. En automne 2024, c'est la présidentielle en Moldavie. La présidentielle russe, entre le 17 mars et le 7 avril. Le 16e sommet des BRICS
à Kazan, c'est probablement la chose la plus importante, République du Tatarstan, des Tatars, au sein de la Fédération de Russie. Et enfin, le 5 novembre 2024, les élections présidentielles américaines, où l'on voit un parti confus, représenté par différentes sensibilités, un parti contre la guerre, mais qui n'a pas encore une politique de paix, et de justice et de paix, qui est celle pour laquelle nous nous battons. J'allais oublier les élections européennes du 6 au 9 juin 2024, dans chacun des 27 États membres. Face à ces élections, les défis sont les suivants. Macron a vu sa demande d'être admis à la réunion de BRICS à Johannesburg sèchement rejetée. Nous autres souverainistes de progrès en France devons expliquer comment et pourquoi nous demandons au moins un rôle d'observateur, et aussi pour les autres pays européens, pour nous joindre à la dynamique des BRICS et entraîner l'adhésion des autres pays occidentaux. Est-ce de l'utopisme? Est-ce de l'angélisme? Non, c'est une nécessité. Car ce qui est utopiste, c'est continuer comme aujourd'hui. C'est ne pas le faire. Car si on continue comme aujourd'hui, et on ne se joint pas à cette dynamique, qui est celle des BRICS, avec sa confusion, avec ses difficultés, mais celle des BRICS, eh bien, c'est la guerre et le chaos économique. C'est donner la preuve que nous sommes sérieux. Et nous pouvons la donner qu'en réclamant la dissolution de l'OTAN. De l'OTAN va en guerre. De l'OTAN qui, volontairement, a provoqué la Russie pour qu'elle envahisse l'Ukraine. Et en attendant qu'il y ait une dissolution de l'OTAN, y faire ce que le général de Gaulle avait fait vis-à-vis des institutions européennes, la chaise vide, on n'y va plus. Et de montrer que dans la perspective de la nouvelle architecture de développement mutuel, en faveur de chaque pays du monde, l'Union européenne et l'euro ont de toute façon perdu leur raison d'être. Et que quand on est mis dans une cage, on en sort. Deuxièmement, bien évidemment, dans ce cadre nouveau, nous redéfinirons notre politique vis-à-vis de l'Afrique, qui est le continent de l'avenir, dans lequel nous devons jouer un rôle essentiel à condition qu'il ne soit pas unique. C'est-à-dire que nous devons cesser de penser à ce rôle unipolaire et avoir un rôle de développement multipolaire en Afrique avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie, avec l'Inde, avec tous les pays qui participent. En suivant les perspectives qui ont été définies historiquement par Kwame Nkrumah, par Nelson Mandela, mais surtout pour moi, par Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara, et se réinspirer de cet élan. Troisièmement, dans une France où un renouveau redevient possible, il faut promouvoir à nouveau la participation et l'émergence de nouvelles femmes et de nouveaux hommes politiques aimant le peuple. Les actuels se pensent par catégorie, par opportunité, et donc n'aiment pas le peuple, n'aiment pas l'unité du peuple. Aimant le peuple et aimant le meilleur de l'apport que notre peuple peut donner au monde, et pas des hommes de communication et de service. Nous voulons des hommes et des femmes pour faire ensemble. En Afrique, de grands travaux, par exemple, dont nous voulons être ceux qui y participent. Le complexe hydraulique d'Inga, des barrages d'Inga, que Lula avait défié Macron de financer. La revitalisation du lac Tchad, le canal de Jonglei, un espace de développement et un canal dans les grands lacs. En apportant là notre génie, je veux dire notre génie civil et même notre génie militaire, pour bâtir les infrastructures futures des pays indépendants et avoir une plateforme de développement mutuel entre l'Afrique et la France, l'Afrique et l'Europe. Quatrièmement, enfin oui, en ce sens oui,
une liste aux élections européennes témoignant de notre souveraineté engagée, notre souveraineté pour le progrès, pour la justice et la paix. Une souveraineté sortant de la rage, de la haine et du reflux identitaire, pour inspirer, pour que notre identité véritable apparaisse, qui n'est pas derrière un mur, mais qui est une identité qui offre un exemple au monde. Ce dont parlait le général de Gaulle pendant la guerre. Pas derrière un refuge identitaire, égoïste et destructeur, mais pour un grand dessein de reconstruction, chez nous et dans le monde. Je voudrais vous dire, pour montrer que nous pratiquons l'ouverture des esprits, vous devrez recommander 2 lectures, qui ont chacune leur mérite, mais peut-être aussi, sans doute aussi, leurs limites. C'est les 100 jours de la Révolution qui vient de Florian Philippot. Et c'est l'interview de François Ruffin dans la publication Le 1 du 13 septembre. Donc, cela permet d'avoir et de faire des comparaisons qui me paraissent aujourd'hui essentielles de gens qui sont orientés à changer les choses. Mais pour s'armer mieux, pour équiper sa pensée, je vous propose surtout de venir à l'Assemblée générale et à la conférence, la grande conférence de rentrée, que tiendra Solidarité et Progrès le 7 octobre. Et si vous venez nombreux, vous pourrez peser, vous pouvez puiser des arguments pour convaincre. Si vous nous aidez, et si aussi vous nous soutenez financièrement, nous avons besoin de moyens, il n'y a pas honte à le dire. Lorsque les forces qui sont opposées à l'intérêt du peuple cherchent par tous les moyens à vous éliminer parce que vous êtes du parti du peuple, eh bien vous avez peu de moyens. Eh bien nous demandons à vous autres de nous donner ces moyens pour nous battre et nous dire aussi, nous juger par rapport à ce que nous ferons. Nous pèserons alors davantage, avec vous. C'est nécessaire, et pour notre pays, et pour le monde. C'est nécessaire, car c'est ce qui doit, d'urgence, car il y a urgence, empêcher qu'on sombre dans le chaos financier, économique et la guerre. C'est cette urgence dont je voulais vous faire part ce soir, en espérant vous retrouver en grand nombre le 7 octobre.